Bienvenue dans cette vidéo. On va corriger l'examen de programmation orientée objet C++ de l'année 2020 des L3 automatiques de l'université de Constantine. On commence par les questions de cours. Il y en a 5, chacune sur un point. Quelle est la différence entre une variable locale et une variable globale? Une variable locale est une variable définie à l'intérieur d'une fonction ou à l'intérieur de deux accolades ouvrantes et fermantes, par exemple dans une boucle for. Cette variable n'existe que dans le domaine où elle a été définie, à l'intérieur de la fonction ou des accolades. Elle est détruite une fois qu'on sort de ce domaine. Une variable globale est définie à l'extérieur de toutes les fonctions. Elle est connue et accessible par toutes les fonctions qui peuvent dire sa valeur et modifier sa valeur. Deuxième question, quel est l'intérêt de l'utilisation des fonctions C++? Il y en a 3. Premièrement, la factorisation de code. On regroupe plusieurs instructions en une seule instruction qui permet donc de rendre votre programme plus lisible. D'où le deuxième intérêt, donc c'est la lisibilité du code, avoir un code plus lisible. Le troisième intérêt, c'est la réutilisation. Une fonction peut être écrite une fois et puis utilisée plusieurs fois dans d'autres programmes, d'autres modules. On peut aussi la compiler, l'intégrer dans une bibliothèque et l'importer avec le --include. On peut aussi considérer la réduction ou la facilité de détection des erreurs. Quand vous avez un problème et que vous le décomposez en sous-problèmes, chaque sous-problème étant traité par un module ou une fonction, il est plus facile de détecter et de corriger les erreurs. Troisième question, qui a accès aux membres privés d'une classe? Les données privées sont accessibles seulement par les variables membres et les fonctions membres de la classe et aussi par les fonctions amis et les classes amis de cette classe. Quatrième question, quelle est la différence entre un pointeur vers une fonction et une fonction renvoyant un pointeur? Alors, l'opérateur étoile qui fait référence à une fonction, donc à la priorité. Donc si j'écris par exemple int étoile fct et entre parenthèses int et int, là j'aurais déclaré une fonction qui va renvoyer un pointeur vers un entier et qui recevra en argument deux entiers. Par contre, si je veux donner l'opérateur étoile à la fonction et non pas au type, je vais écrire int, je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais écrire étoile fct entre deux parenthèses. Et là, je vais mettre les arguments de ma fonction int, virgule int. Dans ce cas, on aura un pointeur vers une fonction qui renvoie un int et qui reçoit en argument deux entiers. Donc tout dépend de la priorité de l'opérateur étoile, l'opérateur de déréférencement. Dernière question, qu'est-ce qu'un flow de lecture et d'écriture en C++? Un flow, c'est tout simplement un canal qui transporte l'information ou les données. Un flow de lecture est un flow qui va transmettre les informations à l'extérieur de votre programme. Un flow de lecture, est un flow qui va ramener des informations de l'extérieur de votre programme vers votre programme. Par exemple, le flow cout. Le flow cin, qui lit des données, et un flow d'écriture est un flow qui transfère des informations vers l'extérieur. Par exemple, le flow cout. Voilà pour les questions de cours. Le premier exercice, c'est un exercice qui porte sur les palindromes. Donc, en langue française, un palindrome est un mot qui peut se lire de gauche à droite et de droite à gauche. Par exemple, non, on peut le lire de droite à gauche ou de gauche à droite. C'est un palindrome. On souhaite écrire un programme C++ pour détecter les palindromes. Donc on va écrire un programme C++ qui, premièrement, déclare un entier n et un pointeur pt vers un caractère. Par la suite, il va lire la valeur de n à partir du clavier et afficher le message, donner la longueur du mot. Donc en fait, n, ça sera la longueur du mot qu'on souhaite saisir à partir du clavier. Par la suite, on va allouer dynamiquement n emplacement
pour le pointeur PT. On va remplir le pointeur PT avec n caractères. Et enfin, c'est le cœur de l'exercice, on vérifie si le mot saisi dans le tableau est un palindrome et on affiche le message, le mot qu'on souhaite ainsi vérifier est un palindrome. Si ce n'est pas le cas, donc on va afficher le message, le mot en question n'est pas un palindrome. Donc il y a un peu d'algorithmique dans cet exercice. L'idée au fait est de parcourir le tableau dans les deux sens et de comparer au fur et à mesure les lettres de ce tableau. Il y a plusieurs algorithmes possibles. On va essayer de proposer le plus simple qui n'est pas forcément le moins complexe en termes de calcul. On va commencer par déclarer notre entier et notre pointeur vers un caractère. Donc on va déclarer un entier n et un pointeur vers un caractère, un char étoile qui va s'appeler PT. Voilà pour la déclaration. On vient de répondre à la première question. Deuxième question, on va lire la valeur de n et on va afficher le message, donner la longueur du mot. On va d'abord afficher le message à travers un out. On va nous demander la longueur du mot qu'on souhaite saisir. Et puis on va faire un cin pour lire la valeur de n. Voilà. Puis on va allouer dynamiquement n emplacement mémoire pour le pointeur PT. C'est un pointeur vers un char, donc on va lui allouer dynamiquement n emplacement avec l'opérateur new, le type c'est char et le nombre d'emplacements c'est n. Voilà, on vient d'allouer dynamiquement n caractères de type char pour le pointeur PT. On va remplir le tableau PT avec n caractères. Donc ici, on va saisir le mot lettre par lettre. On aurait pu utiliser par exemple une variable de type char et la déclarer directement, ou bien utiliser une instruction pour la lecture de notre chaîne de caractères. On va donc faire une boucle for pour lire notre mot lettre par lettre. On va déclarer un compteur i. Alors i par exemple, pour revenir à la question de cours de tout à l'heure, est une variable locale qui n'existe que dans cette boucle for. On va s'arrêter quand i est égal à n, donc tant qu'on est strictement inférieur à n, on va continuer et on va incrémenter au fur et à mesure. Là, je vais afficher un message pour dire que je souhaite lire la IM case de mon tableau. Donc, je vais écrire PT de I. Alors, I sera déclaré comme une variable. Là, je vais remettre des guillemets. Voilà, point virgule. Puis je vais lire la valeur de PT de I. Voilà pour la boucle de lecture de mon mot. Donc après, on va faire le test. Est-ce que le mot est un palindrome ou pas? L'idée est de parcourir le tableau de gauche à droite et de droite à gauche en même temps et de comparer les lettres. Donc je compare la première lettre avec la dernière. Si c'est le cas, je continue. Je compare la deuxième avec l'avant-dernière, ainsi de suite. Donc on va aussi faire une boucle for, mais avant ça,
on va déclarer une variable booléenne qu'on va appeler test. Donc par défaut, elle est égale à 1. Le mot est un palindrome, sauf si je trouve que ce n'est pas le cas. Donc je vais faire une boucle for. Et là, comme je parcours mon tableau juste à moitié, je ne vais pas aller jusqu'à n, mais je vais aller jusqu'à n-1. Donc pour ma variable i allant de 0 à n-1, donc i inférieur à n-1, n sur 2, pardon. Par exemple, si mon tableau comporte 6 cases, je vais aller de la case numéro 0 à la case numéro 2. De la première à la troisième case. Et là, j'incrémente ma variable i. Et le test que je fais est le suivant. Donc si la case numéro i, ou la lettre contenue dans la case numéro i, est différente, donc pour différente, je mets point d'exclamation égal. Alors là, je vais voir comment obtenir ce que je vais mettre à l'intérieur. Pour l'indice numéro 0, je vais comparer avec la case numéro n-1. Pour la case numéro 1, je vais comparer avec n-2. Pour la case numéro 3, je vais comparer avec n-3. Donc si je reviens aux indices, donc pour la case d'indice 0, je vais comparer avec la case d'indice n-1. Pour la case d'indice 1, je vais comparer avec la case d'indice n-2. Et pour la case d'indice 3, d'indice 2, pardon, je vais comparer avec la case d'indice n-3. Donc finalement, l'indice, je soustrais i et je rajoute 1. Par exemple, pour i égale à 0, j'aurai n moins et je soustrais encore 1. Donc pour i égale à 0, j'aurai n moins 1. Pour i égale à 1, j'aurai n moins 2. Ainsi de suite. Alors si cette condition est vérifiée, ça veut dire qu'il y a deux lettres qui sont différentes. Donc là, ce n'est pas un palindrome. Je vais mettre ma variable à false. Ou je pourrais tout simplement écrire que c'est un 0 vu qu'il considère. Et je vais sortir de ma boucle. Donc là, je vais mettre une accolade. Je ramène mon t égale à 0 ici. Et je vais sortir de la boucle. Donc break a pour effet de casser la boucle. Je sors de la boucle for. Je vais directement à la ligne qui vient après cette accolade. Donc si c'est le cas, je sors de ma boucle. Maintenant, si ce n'est pas le cas, tout simplement, ma variable t restera égale à 1. Donc c'est tout ce que j'ai à écrire dans ma boucle. Je sors de ma boucle. Et là, je dois afficher est-ce que le mot est un palindrome ou pas. Donc, si ma variable t est vraie. Donc là, il suffit de mettre if t. Donc, if t est égal à 1, donc c'est un palindrome. Je vais écrire que le mot est un palindrome. Si out, on va voir le mot exact qu'on nous demande d'écrire. Le mot et puis le mot en question. Donc on va mettre le mot et puis le mot en question, donc c'est pt. Comme c'est une chaîne de caractères, je pourrais l'afficher directement. Donc là, je vais mettre pt.
est un palindrome. Sinon, donc si ce n'est pas le cas, je vais écrire le message contraire pour dire que ce mot n'est pas un palindrome. N'est pas un palindrome. Voilà, on a terminé. On compile notre programme. La compilation prend un peu de temps vu que la machine sur laquelle j'enregistre n'est pas très puissante. Voilà, donc c'est terminé, il n'y a pas d'erreur. On exécute. Alors, donnez la longueur du mot. Par exemple, le mot non qui comporte 3 caractères. La première lettre est N, la deuxième est O et la troisième est M. Le mot non est un palindrome. On va essayer un autre mot. Alors cette fois-ci, on va essayer le mot oui avec 3 lettres. Donc le O pour la première, le U pour la deuxième et un I pour la troisième. Le mot oui n'est pas un palindrome. Donc voilà pour le deuxième exercice. Le deuxième exercice est un exercice sur les fonctions. On souhaite écrire un programme qui calcule les valeurs de la fonction f de x égale x à la puissance n plus 3 sur la valeur absolue de cosinus de x sans utiliser la bibliothèque mathématique, la bibliothèque math.h. Pour cette raison, on va créer 4 fonctions. La fonction factorielle, la fonction puissance, la fonction cosinus et la fonction absolue. On doit respecter exactement ce nom pour ces fonctions. Donc on nous demande d'écrire un programme C++ qui va déclarer et définir une fonction factorielle qui reçoit un entier n et va renvoyer son factoriel. Le factoriel de n est égal au produit des n premiers entiers allant de 1 à n. Deuxième question, on nous demande de définir une fonction puissance qui reçoit en argument un flottant x, un entier n, et puis nous renvoie x à la puissance n. Troisième question, on souhaite déclarer et définir une fonction cosinus, et dans ce cas, on va utiliser un développement limité d'ordre 5, donné par la formule suivante. Donc c'est la somme de i allant de 0 à 5, de moins 1 à la puissance i, x à la puissance 2i sur 2i factoriel, pour les valeurs non nulles de x, et pour x égale à 0, on aura le cosinus qui est égal à 1. Donc là, on va faire appel aux fonctions puissance et aux fonctions factorielles. On nous demande par la suite de déclarer et de définir une fonction absolue qui va recevoir un flottant et nous renvoyer sa valeur absolue. Donc x s'il est positif ou nul et moins x s'il est strictement négatif. Cinquième question, déclarer et définir une fonction f qui reçoit en argument un flottant x, un entier n, et qui va renvoyer la valeur de la fonction qu'on vient de définir au tout début. Donc ce sera x à la puissance n plus 3 sur la valeur absolue de cosinus x. Dernière question, donc dans le programme principal, on souhaite déclarer un tableau de flottants de 2 dimensions, comme indiqué dans le schéma qui est en dessous, et de remplir ce tableau par les valeurs de f de x et de n pour x variant de 0 à 90 par un pas de 10 et n variant de 1 à 10 par un pas de 1. Donc là, vous voyez que x va prendre les valeurs 0, 10, 20, 30 jusqu'à 90 et n va prendre les valeurs 1, 2 jusqu'à 10. Donc là, par exemple, je vais calculer la valeur de ma fonction pour x égale à 0 et n
égale à 1, ainsi de suite. Donc on va calculer et afficher ce tableau. C'est un exercice qui est un peu long mais qui est très simple. On va faire les choses au fur et à mesure. Première question, déclarer et définir la fonction factorielle. On va faire la déclaration et la définition de façon séparée. Donc notre fonction s'appelle factorielle. Donc elle va recevoir en argument un entier. Et elle va nous renvoyer un entier également. Alors comme la valeur des entiers renvoyés est assez importante, on va utiliser le type entier qui puisse nous donner, qui puisse aller le plus grand possible en termes de valeur. Donc ça sera le unsigned long. Voilà. Donc j'ai inversé le N et le G. Unsigned long, donc le type de retour, et notre fonction s'appelle factorielle. On va venir après le main et on va définir notre fonction. La définition, c'est dire ce que fait notre fonction. L'argument s'appelle n. On va traiter le cas trivial, donc if n est égal à 0 par défaut. Alors là, je vais mettre 2 fois égal puisque c'est un test. Donc on va renvoyer la valeur 1. Factoriel de 0 est égal à 1. Si ce n'est pas le cas, je vais renvoyer n multiplié par factoriel de n-1. Donc là, j'utilise la récursivité pour avoir la formule la plus simple. Donc je vais écrire return. Le factoriel de n est égal à n multiplié par le factoriel. Donc j'appelle la fonction elle-même, mais pour la valeur n-1. Donc ma fonction va s'appeler de façon récursive jusqu'à arriver au cas n égale à 0. Elle va renvoyer 1 et puis elle va calculer factoriel de 1, factoriel de 2 et remonter ainsi jusqu'à donc retrouver sa valeur finale. Donc voilà pour factoriel. Donc la deuxième fonction, c'est la fonction puissance. Donc elle reçoit en argument d'abord le flottant x et l'entier n, et puis elle va nous renvoyer x à la puissance n. Alors elle va renvoyer un double pour avoir une plage plus importante. Elle va s'appeler puissance. Elle va recevoir en argument un flottant qu'on va appeler, là on n'a pas besoin de donner le nom, et un entier, int. On va copier son prototype pour la définir après le main. Alors le flottant, on va l'appeler x, et l'entier, on va l'appeler n. On peut d'abord traiter les cas spéciaux. Alors si x est égal à 0 et n est différent de 0, on va renvoyer 0. Donc 0 puissance n'importe quel entier non nul est égal à 0. Alors la même chose, si x est non nul et n est nul, donc un entier non nul puissance 0, on va renvoyer 1. Et si tous les deux sont nuls, donc là il y aura une erreur. Donc on va commencer par le cas de l'erreur. Donc if n est nul, on va le mettre entre parenthèses. Et x nul. Donc là,
on va afficher un message d'erreur. D'abord, on va écrire cout erreur. Et on va quitter la fonction. En renvoyant un message égal à 1. Pour utiliser la fonction exit, vous devez inclure la bibliothèque standard input output. Une bibliothèque c'est .h. Alors maintenant, on a traité le cas spécial où on a n et x qui sont nuls. On va traiter le cas où n est nul. Vu qu'il vient après, on est sûr que x n'est pas nul. Donc si n est nul et x non nul, donc quelque chose de non nul puissance 0, ça va nous renvoyer 1. On va mettre return 1. On va traiter le dernier cas spécial. C'est celui où n est non nul et x nul. Donc si x est égal à 0, return. Donc là, on va retourner 0 vu qu'on sait que n est non nul. Alors donc si ce cas et ce cas ne sont pas traités, on va arriver obligatoirement au dernier cas. En fait, on a évité les else parce qu'il y a des return. Donc vu qu'il y a un return, on est sûr que l'instruction d'après ne sera pas exécutée. Et là, il y a un exit, donc on est sûr que ce qui vient après ne sera pas exécuté. Le dernier cas correspond à celui où on a x et n qui sont non nuls. Donc là, on va renvoyer tout simplement le x multiplié par le même x à la puissance n-1. On a défini une récursivité par rapport à n. Il va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il arrive à n égale à 0 et il sera traité par ce cas. Donc voilà pour la fonction puissance, power. Alors la fonction suivante est la fonction cosinus. Elle est définie par ce développement limité. Moins 1 à la puissance i, x à la puissance 2i, divisé par 2i factoriel. On va faire une boucle sur i et on va sommer tous ces éléments-là. Donc on va créer une fonction qui s'appelle cosinus, qui reçoit un flottant et renvoie un flottant. On revient vers l'entête. Alors vous remarquerez ici j'ai mis un double puisque quelque chose puissance n, si n est important et x est important, sera plus important, donc on a prévu un espace de stockage plus important. Par contre pour le cosinus, je sais que le retour, et vu que je ne souhaite pas avoir une précision importante, je peux me contenter d'un float. Et également pour l'argument, je peux me contenter d'un float. Bon, c'est pas un gros problème, mais on va prendre de bonnes habitudes pour la gestion de notre mémoire. Voilà, j'ai donné le prototype. Maintenant, je vais définir ma fonction. Je copie mon prototype. Alors là, je vais appeler ma variable x et je vais appliquer la formule qu'on a vue ici. Donc la somme de i allant de 1 à 5. Je vais définir une somme et je vais l'initialiser à 0. Puis je vais créer ma boucle. Je vais de 0 à 5, donc je peux mettre i inférieur ou égal à 5 ou i strictement inférieur à 6. Et j'incrémente mon i. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout simplement écrire la formule qui définit mon expression. Donc je vais écrire que S est égal à l'ancien S plus, alors avant de faire ça, on peut traiter le cas spécial où cosinus de 0 égale à 1. Donc on va dire
if x égale 2 fois à 0, entre parenthèses, return cosinus de 0 c'est 1. Si ce n'est pas le cas, je pourrais diviser par x. On va appliquer la formule suivante. Moins 1 à la puissance i fois x à la puissance de i divisé par 2i factoriel. Donc on va dire puissance, donc c'est moins 1, l'exposant c'est i, on multiplie ça par x à la puissance de i, donc pareil, puissance x et l'exposant c'est de i. Alors là, je suis sûr que je ne vais pas tomber sur le cas 0, 0, vu que le cas x égale 0 a été traité ici. Et enfin, je divise par 2i factoriel. Donc factoriel de 2i. Alors, pour qu'il n'y ait pas de problème, je vais mettre des parenthèses au début et à la fin. Et je vais mettre des parenthèses pour le numérateur. Donc, puissance i et x puissance 2i. Voilà, à la fin de la boucle, on renvoie la valeur de s. Voilà pour la fonction cosinus. Enfin, la fonction absolue qui nous renvoie la valeur absolue. Donc elle reçoit un flottant et nous renvoie un flottant. Donc on va mettre flotte absolu. Elle reçoit également un flotte en argument. On va rajouter un u à absolu, je crois. Voilà, c'est la valeur absolue au féminin. On va déplacer notre écran de capture comme ça. Voilà. Donc je vais créer maintenant ma fonction absolue. Je l'ai déclarée. Je vais la définir. Voilà, je vais appeler ma variable x. Ben, là tout simplement, if x strictement inférieur à 0, alors je renvoie mes moins x, return moins x, là je peux mettre un else ou écrire directement return x, ça reviendra au même, puisque si la première est vérifiée, la deuxième ne sera certainement pas vérifiée. Alors voilà. Donc on a défini toutes nos fonctions. Il nous reste maintenant à définir la fonction f qui reçoit un flottant et nous renvoie un double. Bon, je mets un double. Donc f reçoit deux arguments, un x et un n. Donc je vais d'abord définir ma fonction f, plutôt déclarer. Elle va renvoyer un double. Elle s'appelle f et elle reçoit un argument. On va voir l'ordre, le x d'abord, puis le n. Donc un flottant, puis un entier. On va prendre son prototype et la définir. Alors le flottant on va l'appeler x et l'entier on va l'appeler n. Ma fonction est égale à x à la puissance n plus 3 sur valeur absolue de cosinus de x. Donc on va mettre return
x à la puissance n, donc puissance x et n plus 3 le tout divisé par la valeur absolue, donc absolue donc du cosinus de x, donc cosinus de x. Voilà, on vérifie qu'on a le bon nombre de parenthèses. Bon, ici en fait on ne pourra pas tomber sur un cosinus qui est nul vu qu'on utilise un développement limité. Il faut vraiment une précision très fine pour avoir un 0. On pourrait tout de même envisager ce cas, donc on va mettre if. Alors ici x doit être égal à pi sur 2 et on aura une valeur approximative de pi, donc ça ne servira à rien. On va maintenant répondre à la dernière question. Donc dans le programme principal, on va déclarer un tableau de flottants. Donc il y aura donc les colonnes suivantes et les colonnes suivantes et les lignes suivantes. Donc il y aura combien de colonnes? Donc de 0 à 4 de lignes, pardon. Donc de 0 à 90 avec un pas de 1 on aura 10 lignes. Et de 1 à 10 avec un pas de 1 on aura 10 colonnes. Donc on aura un tableau de 10 lignes et 10 colonnes de flottants. Et pour chaque colonne et pour chaque ligne, on va calculer la valeur de f, x, n. On va définir notre tableau. On revient au programme principal. Donc on va dire float. Notre tableau, est-ce qu'on nous a imposé un nom? On n'a pas imposé de nom, on va l'appeler table tout court. On pourrait le définir comme un tableau de doubles vu que notre fonction f renvoie des doubles. Donc il aura 10 lignes et 10 colonnes. Alors maintenant on va le remplir, on va créer une double boucle for. Donc for donc int. Alors on va prendre la valeur qui est ici, donc on va prendre la ligne comme étant le x. Donc on va aller de 0 à 90 avec un pas de 10. Donc on va commencer par 0. Donc est-ce qu'on s'arrête tant que i est inférieur à 100. Et là, on ne va pas incrémenter i de 1, mais on va l'incrémenter de 10. Une autre solution, c'est d'aller de 1 à 9 et puis de multiplier l'indice par 10. Donc là, on va créer une boucle qui va nous dire i plus égale à 10. Donc on va rajouter 10 à i. Alors pour le j, le n pardon, qui est là, donc on va aller de 1 à 10. On va commencer par 1 et nous arrêter à 10. On va mettre les accolades. Et là, donc for, on va appeler notre variable j. Donc on a dit qu'on commence par 1 et on termine par 10. Là, le pas sera égal à 1 et on s'arrêtera à 10.
Donc on va mettre J inférieur à 11 et on va incrémenter notre J. Alors pareil, on va définir. Alors par contre, si on fait ça, on aura du mal à remplir notre tableau. Donc là, je préfère ramener mon I tout simplement comme ça et écrire que tab de I et de J est égal. Donc là, je vais appeler la fonction f. Qu'est-ce que je vais lui donner en premier indice? Donc pour le x, donc ça sera le i multiplié par 10. Donc j'aurai 10 multiplié par i. Et pour le n, ça sera tout simplement le j. Voilà pour le calcul. Maintenant, je vais afficher ce tableau. Je vais faire la même chose. Une double boucle for. Bon, on aurait aussi pu écrire ici 0, 10 et puis soustraire 1 à j tout simplement. Oui, justement, on aurait dû faire ça. Donc là, on va mettre 0. Là, on va mettre 10. Par contre, pour le j, on va pas mettre j, on va mettre j plus 1. Voilà. Donc c'est ce qu'on aurait dû mettre au début. Donc si j est égal à 0, alors je suis en train de corriger à deux endroits à la fois. Donc 0, 10, j++. Et là pour j, je vais mettre j plus 1. Donc si j égale 0, je commencerai par 1 et puis je m'arrêterai à 10 pour 9. Donc là, 9, ça sera 10. Je recopie de nouveau cette boucle pour l'affichage. Alors pour l'affichage, je vais tout simplement afficher tab ij avec un cout. Voilà. Et puis je vais laisser un espace de tabulation et à la fin de chaque boucle J, je vais faire un saut de ligne. Donc là, je vais écrire un L avec un cout. Voilà. Voilà, notre programme est terminé. Reste à le compiler. On compile. Voilà, il n'y a pas d'erreur. On exécute. On devrait avoir notre tableau immédiatement s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Bon, en fait, il y a des sauts de ligne. Donc voilà les valeurs de notre fonction pour les valeurs demandées. Donc voilà pour ce deuxième exercice. On passe au troisième. Alors le troisième concerne la création d'une classe qui s'appelle point. Donc cette classe va modéliser les points du plan, ou plutôt les points de l'espace. Donc un point aura trois coordonnées, x, y et z, donc qui seront toutes les trois privées. Donc par la suite, on va créer une variable statique nb qui va contenir le nombre d'objets créés. On l'initialise à 0 et on l'incrémente à chaque fois qu'on crée un objet et on la décrémente à chaque fois qu'on détruit un objet. On va avoir un constructeur sans argument où on initialisera x et les trois variables x, y et z à 0 et puis on incrémente nb comme prévu et on affiche objet créé.
un constructeur avec argument pour lequel on va donner les valeurs des trois arguments, un destructeur, et puis une fonction externe module qui est ami de la classe point, qui va recevoir en argument un point et va nous renvoyer son module. Le module, c'est la racine carrée des coordonnées au carré, la somme des coordonnées au carré. On va utiliser les fonctions sqrt et power de la bibliothèque math.h. Et enfin, on teste notre classe avec les deux points suivants. Et puis, on va afficher le module de P2 et le nombre de points créés. Donc, il y a un exercice classique sur les classes. On va donc créer une classe d'abord. Donc notre classe s'appelle point. Alors pourquoi pointer point tout court. Les trois arguments x, y et z seront privés, donc ce sera des réels, des flottants. Alors même si par défaut ils sont privés, on va mettre des étiquettes privées, donc on aura float x, y et z. Puis on aura notre constructeur avec argument. Tout d'abord, on va déclarer la variable nb, qui est une variable statique entière, qui va compter le nombre d'instances. Le constructeur avec argument, il s'appelle aussi sans argument. Le constructeur avec argument, il s'appelle aussi point, et il aura trois arguments qui sont des flottants. Et enfin, le destructeur, donc tilde point, et pas d'argument. Alors maintenant la fonction ami, donc elle s'appelle module, donc on va écrire friend. La fonction a pour type de retour un flottant, elle s'appelle module et elle reçoit en argument un point. Voilà, on a terminé nos déclarations. On va venir à l'extérieur. On va commencer par initialiser la variable statique. Donc la variable statique, c'est le type de la variable, le nom complet de la variable qui est le nom de la classe, point, 4 points, le nom de la variable nb, et on l'initialise à 0. Le constructeur sans argument, alors le nom complet c'est le nom de la classe, 4 points, le nom du constructeur qui est aussi le nom de la classe. Il n'y a pas de type de retour. On va initialiser toutes nos variables à 0, x égale 0. Réellement elles le sont, mais on va le refaire. On va incrémenter un b et on va afficher le message objet créé. On va sauter la ligne. Le constructeur avec argument, là on va utiliser le pointeur 10. Donc ici on va recevoir trois arguments x, y et z qui sont des flottants. Et on va dire que le x de l'objet vaut x, le y vaut y, ainsi de suite. En écrivant 10 flèche 10, je fais référence au champ x de l'objet en cours. Et le x qui est à droite de l'égalité, c'est l'argument que je transmets à ma fonction. Je fais la même chose pour mes trois variables y et z.
pour Y et pour Z. J'incrémente NB et j'affiche objet créé. Le destructeur, alors je recopie juste le prototype et je rajoute un tilde pour dire qu'il s'agit du destructeur. Là, je ne fais rien, je vais juste décrémenter NB et afficher objet détruit. Donc au lieu d'avoir NB++, je vais avoir NB-, et je vais écrire objet détruit. Voilà, il me semble qu'on a terminé nos déclarations. Alors maintenant, on doit, donc la fonction module, on l'a déclarée comme ami de la classe, on doit définir la fonction module. Alors la fonction module est une fonction externe, on ne doit pas la déclarer comme une fonction membre de la classe. Donc on peut venir après le main et la déclarer, ou la déclarer avant le main. Alors comme son prototype a été déjà déclaré, on doit le faire également. Donc ici on va déclarer notre fonction module, plutôt définir notre fonction module. Donc son type de retour est un float, donc elle s'appelle module. Elle reçoit en argument un objet qui s'appelle point, donc on va mettre point P et on va tout simplement renvoyer la valeur des coordonnées au carré. Donc pour x, on va mettre power de x à la puissance 2, plus j'aurais pu aussi écrire x fois x, y fois y. Bon, là je fais ça pour montrer comment utiliser la fonction power de la bibliothèque math.h z. Tout ça, on calcule sa racine carrée, donc on le met entre deux parenthèses et on appelle la fonction sqrt qui nous calcule la racine carrée. Alors je dois rester à l'extérieur, sqrt, je reviens et je mets mon point. Alors dans le main, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc on nous demande de créer deux points. Le premier à l'origine, donc on peut utiliser le constructeur par 0. Le deuxième qui aura pour coordonnées 3 moins 2, 4. On revient. Donc pour le premier, je vais tout simplement écrire point P1 et là il va appeler le constructeur par défaut puisque je n'ai donné aucun argument. Pour le deuxième, je vais l'appeler P2 et ici je vais donner mes trois coordonnées qui sont 3 moins 2, 4. Et là, comme il va voir que j'ai donné, comme le compilateur va voir que j'ai donné 3 arguments, il va appeler le constructeur avec argument. Maintenant, on va afficher le module de P2. En appelant la fonction module. Alors, je vais prendre... Donc, on va écrire module P2 égale... Alors ici, faites attention, on n'applique pas une fonction membre sur l'objet P2. On fait appel à la fonction module. Donc je vais écrire tout simplement module de P2. Et je vais aussi afficher le nombre d'objets créés qui est contenu dans la variable NB. C'est une variable de classe. Donc je vais l'afficher en appelant le nom de la variable complète. Donc on va avoir nombre d'objets égal. Donc le nom de la classe c'est point. Je vais mettre 4 points et le nom de la variable c'est NB. Voilà, on a terminé, on compile. Donc il nous dit qu'il y a une erreur dans la variable statique. Effectivement, on a oublié le b, on l'a appelé juste n. Donc c'est nb au lieu de n.
On recompile. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, effectivement, le cout, puisqu'on a oublié le namespace. Donc, on va mettre using namespace std, c'est l'espace de nom. On recompile. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour le destructeur? Donc, il nous dit invalid use of destructor point as type. Ah oui, effectivement, le tilde devrait venir après ici. Donc, le nom de la classe puis le nom de la méthode. Alors ici, on doit rajouter le P, bien sûr, puisque c'est pas une fonction membre. Voilà. On recompile. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une parenthèse qui manque. Alors, pour le return power, voilà, on doit rajouter une parenthèse à la fin. Voilà, on recompile. Là, c'est bon, on exécute. Donc, regardez, on crée le premier objet P1, on crée le deuxième objet P2, et là, on calcule le module de P. Donc, ce sera la racine carrée de 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Et puis on affiche le nombre d'objets. Donc là, objet détruit, puisque c'est l'objet qu'on a transmis en argument à la fonction module. Donc objet détruit, il nous restera nombre d'objets égal à 1, puisqu'on a détruit l'objet P2 en appelant la fonction module. Et là, on aura 2 fois objet détruit quand on sort de notre fonction main. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour d'autres corrigés.